Bien que la Suisse soit l'un des plus petits pays d'Europe occidentale, elle peut se vanter d'avoir un réseau ferroviaire dense et de plus audacieux. Une des lignes les plus spectaculaires est très certainement celle de la Bernina, la transversale ferroviaire alpine à ciel ouvert la plus haute d'Europe. Elle relie Saint-Moritz en Suisse à Tirano en Italie. Aujourd'hui, Saint-Moritz est l'une des stations d'hiver les plus renommées dans le monde. Des milliers de touristes y sont attirés non seulement par le soleil et la neige, mais également par son ambiance champagne. Cette popularité date du milieu du 19e siècle. En septembre 1864, Johannes Badruth, propriétaire de l'hôtel Kulm, avait parié avec 4 de ses résidents d'été britanniques habituels qu'un séjour en Engadine pouvait être tout aussi attrayant pendant les mois d'hiver que durant les chaleurs de l'été. Il leur offrit le logis gratuit et les frais de voyage de retour s'ils n'étaient pas ravis de leur séjour à la neige. Les invités, arrivés à Noël, restèrent jusqu'à Pâques. Johannes Badruth avait gagné son pari et la Suisse a ainsi acquis la réputation d'un pays agréable également pour les vacances d'hiver. Chaque année en décembre, lorsque les lacs de la Haute-Engadine sont gelés, celui de Saint-Moritz accueille sur sa glace un événement sportif inhabituel. De grandes tentes sont érigées et une piste de course est aménagée avec une tribune et toutes les installations nécessaires pour le plaisir des turfistes. Il se dégage une atmosphère incomparable des courses de chevaux sur glace. Le cadre pittoresque, la chaleur du soleil hivernal, la foule des spectateurs du monde entier et l'excitation habituelle d'un champ de course se combinent pour créer l'un des événements les plus en vue de la saison, le White Turf. Die Pferde im Bogen unverändert das Duo innen Leonas außen Lusitano, dann Justin Bartel Algenroach und Honey Flatter. Einlauf mit Leonas innen angegriffen von Lusitano, dann Bartel. Leonas und Lusitano. Dance with Wolves gewinnt Leonas. Un spectacle équestre unique à Saint-Moritz est la Coupe du Monde de polo sur neige, un concours international qui a lieu sur le lac gelé tous les hivers depuis 1985. Deux équipes de 4 cavaliers chacune s'affrontent sous le regard de 2 arbitres également à cheval. La compétition est féroce et chaque joueur fait tout son possible pour marquer le but gagnant. Il existe plusieurs différences entre ce sport et le jeu de polo traditionnel. Des ballons en plastique rouge sont utilisés et les chevaux sont ferrés spécialement de façon à pouvoir tourner sans risque sur la glace. Le premier train est arrivé à Saint-Moritz pendant l'été 1904, un an après l'ouverture de la ligne de l'Albula du chemin de fer Rettig jusqu'à Celerina. 6 ans plus tard, une autre compagnie, le chemin de fer de la Bernina, était en mesure d'offrir ses prestations entre l'Engadine en Suisse et la Valtelline en Italie. En 1943, cette compagnie a été rachetée par le chemin de fer Rettig et depuis 1968, un service spécial, le Bernina Express, effectue la liaison entre Coire et Tirano. Au départ de Coire, le Bernina Express emprunte la ligne de l'Albula, traversant des paysages magnifiques. Le train est composé de voitures modernes, gris et rouges, introduites dans les années 80 et pratiquement réservées à la composition du Bernina Express. Lors de la modernisation de son matériel roulant, le chemin de fer Rettig a demandé à ses passagers s'ils préféraient des fenêtres hermétiques, comme celles des voitures panoramiques du Glacier Express, ou des fenêtres que l'on peut baisser. La grande majorité a choisi cette dernière solution qui permet aux photographes amateurs de prendre des clichés souvenirs depuis le train. En été, un service supplémentaire est mis en place, le Heideland Bernina Express. La composition de ce train quitte la gare de Landkart tôt chaque matin en direction de Kloster et Davos en empruntant le trajet pittoresque à travers la vallée de Pratiga.
À la sortie de Davos, le Heideland-Bernina Express longe la rivière de la Landwasser en direction de Filisur, où la voie rejoint la ligne de l'Albula. Mais auparavant, il faut franchir l'un des plus hauts viaducs du réseau rétique, celui de Wiesen. Cet impressionnant ouvrage en maçonnerie, construit en 1908, porte la voie ferrée à 87 mètres au-dessus du niveau de la rivière, sur une longueur de plus de 200 mètres. Après Samedan, le train quitte la ligne de l'Albula et s'engage sur l'embranchement de 5 km conduisant à Pontresina. Cette ligne d'accès a été ouverte en 1908 par le chemin de fer éthique afin de coïncider avec le début de l'exploitation du chemin de fer de la Bernina. Pendant les 5 premières années, elle fut parcourue par des trains à vapeur. Elle a été électrifiée en 1913 en même temps que la mise en service de la ligne de Langadine jusqu'à Skuoltarasp. Notre voyage hivernal à bord du Bernina Express commence à Saint-Moritz, la gare terminus des lignes de l'Albula, de Langadine et de la Bernina. Nous devons surmonter une dénivellation de 470 mètres pour parvenir jusqu'au point le plus élevé de la ligne, la gare d'Ospizio-Bernina, avant d'entreprendre la longue descente jusqu'à Tirano, située du côté italien de la frontière. Le chemin de fer de la Bernina ouvrit ses 2 premiers tronçons en 1908. L'exploitation de bout en bout put avoir lieu en 1910. Cependant, la plupart de la ligne n'était praticable qu'en été. Ce n'est qu'en 1913 qu'elle a commencé à être desservie toute l'année. L'église romane de Saint-Gian nous salue du haut de son tertre. Son clocher fut frappé par la foudre en 1682, épargnant heureusement la nef et les murs dotés de merveilleuses fresques datant du XIIe siècle. Le chemin de fer de la Bernina, électrifié depuis son inauguration, a été l'un des pionniers de cette nouvelle forme de traction. Il fonctionna à la tension de 750 volts CC pendant les 20 premières années pour passer à 1000 volts continus en 1935. Lors de l'électrification de ces lignes, le chemin de fer rétique choisit un système différent, le courant monophasé 11 kV, 16 Hz 2 tiers. Les locomotives et automotrices ne peuvent donc circuler indifféremment d'un réseau à l'autre. Les gares de Pontresina et de Saint-Moritz sont à même de pouvoir accueillir les 2 systèmes de courant. À Pontresina, la voie numéro 1 est sous tension 11 kV alternatif pour les locomotives et automotrices en provenance de Samedan et du reste du réseau rétique, tandis que la voie numéro 4 reçoit uniquement les trains de la Bernina sous courant continu. En 1980, la voie numéro 3 a été dotée d'un système commutable bicourant et peut dès lors accueillir les locomotives des 2 systèmes. Des automotrices ont été utilisées dès le début du chemin de fer de la Bernina qui avait commandé à Sig 14 unités du type BCE 44 dotées d'équipements électriques de chez Alliot. Plusieurs d'entre elles ont été transformées dans le courant des années 40 et 50. Elles sont toujours utilisées sur les lignes de la Bernina et d'Arosa à la traction des trains de renfort et de travaux. En 1911, 3 automotrices supplémentaires ont rejoint ce parc, les numéros 21 à 23. Elles étaient capables de transporter 12 voyageurs en première classe et 24 en deuxième classe. La numéro 21, basée à Poschiavo, est toujours en service, bien que devenue entre-temps la XIe 44 numéro 9922. Le dépôt de Poschiavo abrite un autre vétéran du chemin de fer de la Bernina. Il s'agit du fourgon automoteur FE22 numéro 51 datant de 1909. Sa nouvelle immatriculation est DE22 numéro 151. En 1916, la locomotive GE66 numéro 81 a été acquise auprès de la BBC. Modifiée et renumérotée, elle est depuis quelques années déjà conservée au musée des chemins de fer de Blonay-Chambly.
10 ans après sa mise en service, elle a été rejointe par la locomotive GE 44 numéro 82, dont les énormes étraves à neige lui conféraient un profil assez particulier. Depuis 1984, elle est stationnée en France au chemin de fer de Namur. En 1968, le chemin de fer éthique a acquis 2 locomotives mixtes électro-diesel du type GEM 4-4 pour les trains du Bernina Express, liaison directe Coire-Tirano, nouvellement inaugurée. Elles s'alimentent à partir de la ligne de contact de la Bernina et par générateur diesel intégré sur le reste du réseau éthique. Dans les années 60 et 70, le parc des anciennes automotrices a été remplacé par les ABE 4x4 de la série 40, dont 2 d'entre elles se trouvent actuellement en tête de notre train. Les 6 nouvelles automotrices ABE 4x4 de la série 50, introduites en 1988 et en 1992, sont encore plus puissantes. Elles sont capables de tirer chacune un train normal de 90 tonnes sur les rampes de la Bernina. Les visiteurs japonais sont surpris de voir que la numéro 54 porte le nom de Hakone, une région touristique au sud de Tokyo. La ligne Hakone-Tozan est jumelée avec le chemin de fer éthique. Les 2 sociétés entretiennent des contacts étroits depuis 1912. Des plaques commémoratives apposées dans les gares de Saint-Moritz, Tirano et Alpes-Grüm rappellent ces liens. Nous quittons maintenant Pontresina et continuons notre ascension en direction du sommet de la ligne à Ospizio Bernina. Le chemin de fer de la Bernina adopta la voie métrique pour être compatible avec le chemin de fer éthique voisin. Près de 65% des chemins de fer suisses possèdent la voie à écartement normal. Les 35% restants ont adopté la voie étroite. À l'exception de quelques courts tronçons, l'ensemble du réseau RHB est à voie unique. Les évitements ne sont possibles que dans les gares ou les îlots à double voie. La ligne de la Bernina tient son nom du massif montagneux que nous contournerons pendant notre voyage et qui se situe à cheval sur la frontière italo-suisse. Avec plus de 4000 mètres d'altitude, le Piz Bernina est le plus haut sommet des Alpes orientales. Bien que la montée ait été douce jusqu'ici, le tracé deviendra bientôt des plus ardus. En raison de rampes présentant des déclivités maximales de 70 pour 1000, les moteurs de traction de nos 2 automotrices seront sollicités au maximum. Cette déclivité extrême pour un chemin de fer à adhérence normale se trouve répartie sur les 2 tiers de la ligne. Morteratsch est un lieu favori des touristes. Randonneurs et skieurs prennent un rafraîchissement et un bain de soleil à la terrasse du restaurant jouxtant la gare. Le chemin qui traverse la voie mène à la langue du glacier de Morteratsch, un but de randonnée relativement facile à ne pas manquer. Les skieurs expérimentés peuvent se rapprocher plus encore de l'énorme masse de glace. Des tours à ski sont organisés à certaines saisons par des guides locaux, au départ du sommet de la Diavolezza jusqu'à Morteratsch. Après Morteratsch, la rampe atteint la déclivité maximum 70 pour 1000. Notre train commence à grimper sérieusement. Il en faut de peu pour justifier l'utilisation d'une crémaillère.
Une faune et flore variées se trouvent dans cette région. Les marmottes hibernent depuis longtemps. Avec un peu de chance, il est parfois possible d'apercevoir des bouquetins sur les pierriers loin au-dessus de la voie. Ces animaux, aux longues cornes recourbées, sont l'emblème des Grisons et figurent sur l'écusson du canton qui est apposé à l'avant des locomotives et automotrices du chemin de fer Rétique. La voie traverse une deuxième fois la route à Bernina-sur, hameau dont les maisons du XVIe siècle aux imposantes écuries offraient aux voyageurs un abri et des chevaux frais avant de poursuivre leur route et ce jusqu'à l'avènement du chemin de fer. À Diavolezza, le train s'arrête pour laisser descendre des skieurs. Les pistes sur les pentes de la Diavolezza et du Pisla Galbe voisins sont appréciées par les amateurs de sports d'hiver qui peuvent utiliser la carte forfait pour les remontées mécaniques des deux sommets. Le téléphérique, inauguré en 1956, est vite devenu insuffisant vu le nombre croissant de skieurs. Les nouvelles cabines, remplacées au début des années 80, sont capables de transporter chacune jusqu'à 125 personnes. La dénivellation entre la station inférieure et la station supérieure est de 880 mètres. Toute la famille peut s'en donner à cœur joie sur les pistes préparées surplombant notre ligne. La Suisse a été l'un des premiers pays à promouvoir le ski de descente. Les Jeux olympiques d'hiver ont eu lieu 2 fois déjà à Saint-Moritz, tout d'abord en 1928, puis en 1948. Elle est la seule station suisse à avoir eu cet honneur. Bien que le schuss final soit relativement raide, il est néanmoins possible de laisser glisser des skis en s'imaginant être un champion du monde. L'aire d'arrivée est assez étendue pour permettre de freiner à temps avant la voie de chemin de fer. Le chemin de fer Rétique joue un rôle actif dans la construction des téléphériques. Dans les années 50, il a apporté le câble et les cabines de Puicoire. 30 ans plus tard, il a transporté des câbles en acier lourds de 320 tonnes qui supportent les 2 grosses cabines.
Dans cette région située au-dessus de la limite des arbres et exposée au vent, la ligne est toujours menacée par les avalanches. Au milieu des années 30, une partie de tracé a été déplacée à l'écart des pentes raides de la montagne. 2 ponts en acier furent érigés par-dessus le torrent du Bernina. Aux endroits particulièrement vulnérables, des galeries ou tunnels ont été construits. Nous traversons maintenant la galerie Arlas, longue de 175 mètres, le premier grand ouvrage de protection situé sur ce tronçon. La voie longe 2 lacs qui en hiver se transforment en plaques de glace recouvertes de neige. Les eaux du Leinaer ou lac Noir se jettent dans la rivière Inn, un affluent du Danube qui se termine dans la mer Noire. Quelques mètres seulement séparent le Leinaer du Lago Bianco, un lac artificiel d'une étendue bien plus importante. La pancarte jaune près de la voie signale la ligne de partage des eaux. Le lac Blanc tient son nom de la couleur de ses eaux laiteuses provenant des glaciers environnants. À l'aide de conduites forcées, ces eaux alimentent un lac artificiel en dessous d'Alpes-Grumes avant d'aller se déverser dans le Poscavino et de poursuivre son cours via l'Adda, puis le Pô, vers la mer Adriatique. L'eau captée est également transformée en énergie électrique dans les usines des forces motrices de Brusio. L'électricité alimente l'intérieur de la Suisse par le biais du réseau d'interconnexion. Une partie est transformée puis redressée pour faire avancer notre train. Nous avons maintenant atteint le sommet de la ligne. Situé à 2253 mètres d'altitude, Ospizio Bernina n'est pas seulement la gare la plus haute du réseau rétique, mais également de toutes les lignes à adhérence en Europe. Ospizio tire son nom de l'ancien hospice situé près du col, qui a été transformé en hôtel depuis longtemps. Le sentier d'origine traversant la montagne en direction du Val Poschiavo et de l'Italie fut remplacé par une route carrossable au milieu du XIXe siècle, facilitant les communications entre l'Engadine et le sud du canton. En hiver, la neige bloque parfois la route et isole l'hospice, bien que les services postaux soient normalement maintenus par 2 employés, pour le moins inhabituels, du chemin de fer rétique. Charlie et sa fille Nina vivent ici depuis le début des années 90 et gagnent leur foin en assurant une liaison quotidienne entre la gare et l'hospice, quel que soit le temps. Le chef de gare Marco Bachmann s'occupe avec affection de ces 2 sympathiques membres à 4 pattes qui font partie de l'effectif de la gare. Après Ospizio Bernina, notre train va entamer sa longue descente. Nous devons perdre plus de 1800 mètres d'altitude avant la fin de notre voyage à Tirano. Sur la partie sud de la gare, le bâtiment en pierre traversé par la voie principale a la particularité d'abriter une plaque tournante intérieure à l'aide de laquelle on peut tourner les chasse-neige en hiver.
Vu le dur climat hivernal qui règne à une telle altitude, le personnel du chemin de fer est souvent appelé au déneigement de la ligne. En 1911, le Bernina Bahn a acquis un chasse-neige à vapeur, le numéro X-Rot 9213, puis son pendant, le numéro 9214, l'année suivante. Le 9213 est aujourd'hui garé à Pontresina et fait encore quelques apparitions en ligne à la grande joie des amateurs de la vapeur. De nos jours, le déneigement incombe aux chasse-neige rotatifs électriques les plus modernes. Précisons que tous les engins de traction sont équipés de leur propre étrave à neige. Lors de gros enneigements, des équipes sont affairées au déblaiement de la voie du matin au soir afin de parer à toute obstruction susceptible d'interrompre le trafic ferroviaire. Au débouché d'une courbe, nous apercevons pour la première fois le glacier du Palu, situé entre les cimes du Piz Palu et du Piz Varuna, qui culminent tous deux à plus de 3000 mètres d'altitude. Comme il n'existe aucune route d'accès jusqu'à la gare d'Alpes-Grüm, la majorité des approvisionnements destinés au restaurant ou à la gare se fait par le train. La vue panoramique depuis la terrasse d'Alpes-Grüm est dominée par le majestueux glacier du Palu, dont la calotte est toujours recouverte de neige, même en juillet. Il a beaucoup reculé depuis l'ouverture de la ligne de la Bernina au début du XXe siècle. L'imposant bâtiment en pierre abritant la gare et le restaurant a été construit en dur pour résister aux conditions météorologiques difficiles. Il remplaça une construction en bois qui a servi pour héberger les voyageurs jusque dans les années 20. Nous continuons notre voyage avec le Bernina Express, en plein été cette fois-ci, en abordant la longue descente vers le Val Poschiavo à travers des merveilleuses forêts de sapins et de mélèzes. Après Alpes-Grüm, la voie doit perdre plus de 1000 mètres d'altitude avant d'arriver à Poschiavo. Elle y parvient grâce à un tracé construit en lacet, à ciel ouvert ou en tunnel. Bien que la distance à vol d'oiseau ne dépasse pas 6 km, les constructeurs du chemin de fer ont dû poser la voie sur 16 km et demi afin de respecter la rampe maximale admise. À la sortie d'Alpes-Grüm, la voie contourne les installations de la gare à l'aide d'une courbe serrée de 45 mètres de rayon. À cet endroit, l'un des plus visités de la ligne, la vue s'étend jusque vers les Alpes bergamesques en Italie. Après un tunnel en fer à cheval, la ligne reprend la direction plein sud. Au cours des 40 premières années, seul existait le souterrain. En 1949, on devait y ajouter les galeries inférieures et supérieures. L'ouvrage complet, qui protège la voie contre les avalanches, totalise 840 mètres.
La retenue artificielle avec ses eaux de couleur turquoise que nous voyons en contrebas alimente la centrale électrique de Robbia, laquelle appartient aux forces motrices de Brusio. Ces eaux, qui proviennent de la neige fondue du glacier du Palu, s'ajoutent à celles du Lago Bianco. Le tunnel du Val d'Apila, qui fait effectuer un nouveau changement de direction de 180 degrés à la voie ferrée, a également été doté de galeries à chaque extrémité plusieurs dizaines d'années après son excavation. Lors de notre descente en lacet, nous apercevons la gare de Cavalia, située au fond de la vallée à quelques 400 mètres en dessous d'Alpe Grüm. Arrivés au fond du Val Pila, nous traversons le torrent sur un viaduc en maçonnerie avant de pénétrer dans une nouvelle galerie par avalanche. Depuis là, la rampe s'adoucit sur quelques centaines de mètres tout en longeant le flanc est de la vallée en direction de Cavalia. La petite gare de Cavalia se trouve blottie dans la vallée du Cavaliache. Cavallo signifie cheval en italien, une référence à son ancien rôle de relais pour la traversée du col de la Bernina par les muletiers. Nous avons maintenant perdu près de 400 mètres d'altitude, mais devons encore descendre de 678 mètres avant d'atteindre Poschiavo. Après avoir traversé le tunnel Val Varuna 1, nous surplombons le Val Poschiavo que nous ne quitterons pas jusqu'à notre destination à Tirano. Nous jouissons d'un panorama magnifique alors que notre train descend vers la vallée à l'aide de nombreux lacets le long du flanc abrupt de la montagne. Au lointain, nous apercevons le lac de Poschiavo que nous longerons avant la fin de notre voyage. Peu avant la halte de Cadera, nous franchissons une nouvelle courbe de 180 degrés à ciel ouvert cette fois-ci.
Dans cette partie de notre trajet, nous traversons le torrent du Cavaliache à 2 reprises. Ces eaux proviennent de la retenue que nous avons aperçue en contrebas d'Alpes-Grumes. Le pont supérieur, à l'origine de la construction en pierre, a été remplacé en 1989 par un ouvrage en béton. Le village de San Carlo, situé dans le fond de la vallée, est traversé par la route du col de la Bernina. Celle-ci a été construite plusieurs kilomètres à l'est du tracé du chemin de fer depuis Ospizio Bernina. Poschiavo est l'une des principales gares de la ligne de la Bernina. Ici se trouvent également le dépôt et les ateliers de réparation du tronçon méridional. Le chemin de fer Rétique est un employeur important dans la vallée et joue un rôle prépondérant dans l'économie locale. Le bourg de Poschiavo, chef-lieu de la vallée du même nom, est mentionné pour la première fois au XIe siècle. Au Moyen-Âge, les évêques de Coire et de Como s'en sont disputés la propriété. Au XVe siècle, la région s'est alliée aux 3 ligues précurseurs du canton actuel des Grisons et est restée suisse même lorsque la proche Valteline a été cédée à l'Italie en 1797. Ces vieilles ruelles étroites et piazzas sont idéales pour flâner et admirer les merveilleuses bâtisses patriciennes remontantes au XVIIe siècle. Contrairement à la vieille ville, la gare est de construction moderne et a remplacé l'ancien bâtiment au début des années 60. À vitesse accélérée, nous poursuivons notre voyage à travers champs en direction du lac de Poschiavo. Le tronçon de Poschiavo à Tirano fut inauguré pendant l'été 1908. Grâce au climat tempéré de la région, le chemin de fer a dès le début circulé sans interruption durant toute l'année. À San Antonio, la voie rejoint la route cantonale. L'église est si rapprochée des maisons d'en face que seul un véhicule peut franchir ce passage étroit à la fois. À l'approche du train, toute la circulation routière s'immobilise pour lui céder le passage.
La voie à travers le Pré-Aisé est intégrée dans la chaussée Tonneins-Tramway. En raison du partage du tracé avec les véhicules routiers, notre vitesse est limitée à 30 km/h. Avec une déclivité ne dépassant pas les 12 pour 1000, ce tronçon est le plus plat de toute la ligne. À présent, notre train longe la rive occidentale du lac de Poschiavo, un lac apprécié par les véliplanchistes et autres adeptes de la voile. La formation du lac date de la préhistoire, lorsqu'un énorme glissement de terrain a endigué la rivière Poschiavo. Cette étendue d'eau alimente la centrale hydroélectrique de Campo Cologno. La halte située tout au bout du lac s'appelle Miralago, c'est-à-dire voit le lac. À juste titre, avec cette vue magnifique qui s'étend par-dessus les eaux vers les montagnes environnantes, nul ne peut rester indifférent. Après Miralago, nous recommençons à perdre de l'altitude. La voie descend en lacet juste au-dessus du village pittoresque de Brusio. Cette région agricole est recouverte de champs de tabac et de vignobles. La dénivellation naturelle de la vallée dépasse la rampe maximale de la ligne. Afin de pouvoir perdre l'altitude nécessaire, les constructeurs du chemin de fer ont érigé un tracé hélicoïdal à ciel ouvert d'un rayon de 70 mètres. Cet ouvrage unique en son genre, construit en 1907, comprend un viaduc en courbe de 116 mètres de long, composé de 9 arches en pierre. Des châtaigniers poussent au centre de la spirale et un groupe de 3 sculptures de Cristiano Paganini y a été installé en 1994. Le train émerge sous l'une des arches du pont, 20 mètres en dessous de la voie supérieure que nous avons empruntée il y a quelques secondes.
Nous franchissons la gare de Campo Cologno peu avant de traverser la frontière. Le contrôle douanier a lieu soit dans le train, soit en gare de Tirano. Le passage de la Suisse à l'Italie se fait sans grande formalité. La courte section longue de 2,5 km qui sépare Campo Cologno de Tirano appartenait à l'origine à la compagnie Tramvia Tirano-Campo Cologno. Elle ne fut intégrée au RHP qu'en 1949. Le train se faufile dans les rues de Tirano parmi la circulation routière. Le Trenino Rosso, petit train rouge, comme il est si gentiment nommé dans la région, a la priorité sur la place du sanctuaire de Madonna di Tirano, édifice construit au début du XVIe siècle. Notre voyage touche à sa fin. Nous abordons la gare de Tirano. Sur les 60 km que nous venons de parcourir, nous avons franchi une dénivellation de 1800 mètres et sommes passés des neiges hivernales à la chaleur estivale. À Tirano, les voyageurs n'ont que l'embarras du choix. Ils peuvent monter à bord des trains des chemins de fer italiens en direction de Milan. Ou encore emprunter le car affrété par le RHB qui les emmènera jusqu'à Lugano, l'une des destinations touristiques suisses les plus visitées. Sans oublier une troisième possibilité, celle de remonter dans le Trenino Rosso et de refaire le voyage en sens inverse pour apprécier une nouvelle fois la beauté du paysage traversé.